Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour votre journal sur Calédonia. Il est 18h, tout de suite, voici les titres. Le sport et la santé s'invitent dans la cour du collège de Sainte-Marie à Païta. Ce matin, des étudiants de première année de BTS sont intervenus pour transmettre aux collégiens tous les bénéfices d'une activité physique régulière. Le message passe-t-il mieux lorsqu'il est véhiculé par des jeunes ? La réponse dans notre reportage. Alors que l'apiculture est en plein essor au pays, c'est un coup de tempête que la filière connaît actuellement. Depuis 2 semaines, un foyer de mortalité d'abeilles a été constaté à Lifou et cette situation inquiète au-delà de l'île. Et pour en parler, ce soir, dans notre œil de la rédaction, nous serons avec Philippe Lemaître, président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie. Puis nous consacrons cette semaine un feuilleton à un aliment qui a conquis toutes les tables du pays. Le pain, un véritable patrimoine partagé. Dans ce premier épisode de la semaine, nous irons à Marais, plus précisément dans une boulangerie familiale qui chaque nuit réalise plus de 2000 baguettes. Une dizaine de personnes y travaillent et vous le verrez, elle porte une importante responsabilité. Direction le collège de Sainte-Marie à Païta, où ce matin les élèves ont suivi un cours pas comme les autres. 5 élèves de première année de BTS, économie sociale et familiale du lycée ANOVA, ont mis en pratique leur projet de sensibilisation sur les risques sanitaires liés au manque de sport. Alors le message passe-t-il mieux quand il est transmis par des étudiants ? Réponse dans ce reportage de Vanessa Kofi-Kende. Maintenant, basic step, on commence toujours par basic step, c'est la base. Voilà. Genoux. Step Campa, football, course de relais ou encore parcours du combattant. Les élèves ont beaucoup appris en faisant du sport. C'est pour le bien, la santé, c'est important. Pour réduire les cas de cancer, pour mieux être dans son corps, pour mieux se sentir. Je voulais dire aussi que faut bien suivre aussi, c'est pour faire sortir les microbes du corps. Pari réussi pour Marie-Hélène et ses camarades, élèves en première année de BTS économie sociale et familiale au lycée Apollinaire ANOVA de Païta. Sport santé, c'est l'intitulé du projet qu'elle mène avec 4 élèves de sa classe. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas de sport, qui ne pratiquent pas le sport, alors que c'est important pour la santé. Et il y en a beaucoup qui sont en obésité, surtout ici en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on a proposé cette matinée. C'est pour ces ateliers aussi, c'est pour dire aux enfants que le sport, c'est important pour la santé. Hormis les activités sportives, il y avait également une activité ludique ici dans cette salle animée par Morgane. Un atelier sur la pyramide des aliments. Plus on descend vers le bas de la pyramide, plus ce sont des aliments que vous devez consommer régulièrement. J'ai appris beaucoup de choses sur les aliments. Il ne faut pas trop manger de sucre et d'œufs. De sucre. Il faut manger équitablement. Équitablement, pour toi, ça veut dire quoi ? Genre, de temps en temps, il faut manger du sucre. Quand on est fatigué, on mange du sucre. Quand on n'a plus d'énergie, il faut manger du sucre. Mais il faut surtout boire beaucoup d'eau. Dans le domaine sanitaire et social, il y a une dimension très importante, c'est la promotion de la santé. Évidemment, ça fait partie intégrante de ces formations. Et plus particulièrement en BTS économie sociale familiale, les étudiants sont amenés à monter des projets en équipe la première année, c'est le cas aujourd'hui, individuellement en deuxième année. Et ce sont des projets obligatoires, ça fait partie de la formation. Un exercice laborieux pour ces élèves ou plutôt un avant-goût, car l'an prochain, chacun préparera seul son projet afin de décrocher son BTS. Politique. Les prochaines élections provinciales pourraient avoir lieu en fin d'année 2024. C'est une piste évoquée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans un entretien accordé au journal
Le Monde à l'issue de la séquence de discussion à Paris. L'État souhaite parvenir à un accord au mois de novembre. Vendredi dernier, Gérald Darmanin et le président ont reçu les délégations politiques pour leur présenter un projet post-accord de Nouméa. Les élus doivent maintenant s'en emparer. Un premier retour des différentes délégations est attendu dans un mois, avant les prochaines visites ministérielles prévues pour la fin du mois d'octobre. Un des points abordés dans le document, celui du corps électoral. La piste d'un code de la citoyenneté calédonienne a été évoquée. Je vous propose d'écouter Philippe Gomes, membre de Calédonie Ensemble, suivi de Roch Ouamitan, membre du FLNKS. Ce que je veux dire, c'est qu'un corps électoral, ça ne se limite pas à une durée, puisque le corps électoral est lié à la citoyenneté. Qu'est-ce qui fait que tu es citoyen calédonien? Qu'est-ce qui fait que tu es calédonien d'adoption? Qu'est-ce qui fait que tu as fait de cette terre calédonienne la tienne? C'est ça aussi qui compte, c'est pas simplement une durée. Donc c'est de ça dont il faut qu'on parle. C'est le président de la République qui a dit dans son discours Place des Cocotiers, je le cite, il faut une citoyenneté calédonienne qui soit un véritable contrat de confiance, qui soit faite de droits et de devoirs, une citoyenneté pleine et entière. Donc c'est ça qu'on doit construire. Ça ne se limite pas à une durée plus ou moins 7 ans ou plus ou moins 10 ans. C'est autre chose qu'on doit construire. Comment on appartient collectivement à ce pays, parce que c'est ça, on appartient collectivement à ce pays, c'est pas ce pays qui nous appartient. Et comment on arrive à construire ça ensemble. Mais c'est cette question-là, nous préférons aborder cette question-là, non pas uniquement par la durée de résidence, 3 ans, 7 ans ou 10 ans ou plus, mais plus par on va dire quoi, plus par une discussion, voilà, puis ensuite une négociation sur un code de la nationalité calédonienne. Des critères qu'il faut mettre en place pour pouvoir dire qu'au bout de X ans, mais aussi pour respecter d'autres critères, comme les critères de la nationalité, pour acquérir la nationalité. Mais c'est pareil, il faut des critères supplémentaires pour pouvoir acquérir la citoyenneté calédonienne, d'où l'importance pour nous de réfléchir et ensuite de voter un code de la citoyenneté calédonienne. Parce que pour le moment, la position du FLNKS, elle est quand même une position ferme. Hein. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas sur le corps électoral. Hein. Voilà. Pour le moment, c'est ça. En bref, dans un communiqué, la province Nord nous informe de la fermeture exceptionnelle de l'internat provincial de Koumak ce dimanche 10 septembre 2023, en raison des dégradations survenues ce week-end. L'établissement n'a pas pu accueillir les internes. Toutefois, la cuisine reprendra le service demain matin pour fournir les repas du midi pour le collège, mais aussi pour les écoles primaires de Koumak, Calagomen et Poum. Quant aux internes, leur accueil reprendra seulement mercredi, le temps de réaménager les dortoirs. Ils pourront néanmoins arriver dès le matin et leurs repas seront assurés dès le midi. C'est un coup de tempête sur la filière apicole du pays. Depuis 2 semaines, un foyer de mortalité d'abeilles a été constaté à Lifou et cette situation inquiète au-delà de l'île. D'autant plus que l'apiculture est en plein essor au pays. On fait le point ce soir avec notre invité, le président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie, dans notre œil de la rédaction. Je vous le disais à l'instant, un épisode de mortalité a touché récemment plusieurs ruchers de Djaoulou à Lifou. Le suspect se nomme Acarapis woody. Il s'agit d'un acarien capable de se loger dans la trachée des pollinisateurs, mais son implication ne serait pas encore pleinement déterminée. Si des analyses sont toujours en cours pour préciser ce qui fait mourir les abeilles de Djaoulou, les apiculteurs, eux, de l'île, n'ont pas cessé leur activité. Jules Elemeaer est dans le métier depuis 5 ans. Il s'est rendu ce matin dans le rucher de son frère. Il se situe à 1 kilomètre du foyer de mortalité. Henri Nailolo l'a suivi. Regardez. En visitant les ruches, je me suis rendu compte que là où je me situe, ce rucher, j'avais quelques mortalités, mais elles étaient vraiment minimes. Hein. C'était pas, j'avais pas beaucoup d'abeilles qui étaient décédées. Ça faisait une semaine, une dizaine, quinzaine de jours. Et là, il s'avère que là, comme on est allé ensemble visiter le rucher, vous avez bien remarqué que les abeilles se portent bien, que le couvain se porte bien, et ainsi que nous avons de la rentrée de miel. Le CIVAP nous a envoyé un message nous demandant que nous ne devions pas récolter. Voilà. Voici les mesures. On peut continuer à visiter, mais on n'avait pas le droit de récolter du miel. Ou même du pollen. Hein, Pour le moment, on attend toujours une réponse de la part du CIVAP. Mais voilà, hein, nous avons des gens compétents qui sont derrière tout ça. La DECAL, qui a fait un gros travail ici à la tribu de Djaoulou, qui est venu visiter le rucher de chacun. Et voilà.
avec le vétérinaire de l'IFU. Donc on est confiant, on voit quand même, on n'a pas une grosse mortalité, c'est vraiment minime ce qui s'est passé ici à la tribu de Djoulou. Voilà, et pour développer ce sujet, nous recevons Philippe Lemaître, président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation depuis nos locaux de Nouméa. Bonsoir et merci à vous de nous avoir invités ce soir. Je dis nous parce qu'au travers de ma personne, c'est l'ensemble du syndicat, des adhérents, mais aussi l'ensemble des apiculteurs du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui sont concernés. Entendu. Philippe Lemaître, on vient de le voir dans ce témoignage à Djoulou. On se veut plutôt rassurant face à l'épisode de mortalité détecté il y a 2 semaines. Vous dénoncez pourtant une mauvaise gestion du phénomène. Quelles sont vos craintes ? Avant toute chose, on va apporter tout notre soutien aux apiculteurs qui sont impactés par ce phénomène sur l'IFU. Nos craintes, surtout, c'est la gestion de cet épisode, puisque nous avons une réunion 5 jours après la découverte des premières mortalités pour la mise en place d'une charte apicole. Et si le syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie a demandé la mise en place d'une charte apicole, c'est parce qu'il était compliqué de gérer un petit peu tout ce qui se passait autour de la filière. Je m'explique un petit peu et nous assumons pleinement ce que je vais dire ce soir, c'est que nous sommes un petit peu responsables de ça parce que nous n'avons pas su nous fédérer suffisamment tôt et les pouvoirs publics se sont reposés sur la décale et tout partait de la décale dans toutes les décisions qui étaient prises. Aujourd'hui, les apiculteurs se sont fédérés et aujourd'hui, les apiculteurs veulent que toutes les décisions ne soient pas prises comme par le passé par des gens qui ne produisaient rien et qui étaient dans des services administratifs pour la plupart. Aujourd'hui, les apiculteurs de Nouvelle-Calédonie veulent être les vrais acteurs de leur filière puisque ce sont eux qui produisent et ce sont eux qui sont les responsables de l'économie de la filière. Justement, Philippe Lemaître, la filière se structure de plus en plus. D'ailleurs, depuis le 8 septembre, le centre de promotion de l'apiculture vend une première série de rennes. Au total, elle pourra en vendre 200 sur la saison 2023-2024. Qu'est-ce que cela indique sur l'attractivité de la filière ? Alors, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Ce n'est pas depuis le 8 septembre que le centre d'apiculture de Nouvelle-Calédonie vend des rennes, mais ça aussi, c'est une demande forte du syndicat qui est à l'origine, que le centre d'apiculture puisse vendre des rennes aux apiculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un programme de sélection génétique qui a été mis en place depuis plusieurs années, auquel j'ai d'ailleurs participé. Et ce que l'on constatait, c'est que les résultats de cette sélection génétique ne profitaient qu'à une infime minorité, ce qui n'était pas concevable pour nous. Nous voulons qu'un maximum d'apiculteurs puissent bénéficier de cette génétique. Alors, il y a eu des discussions qui ont été faites avec les responsables de la province Nord et les responsables de la province Sud, avec des politiques qui sont certes différentes, mais qui sont entendables. Voilà. Le but, c'est de pouvoir faire comprendre aussi aux apiculteurs qu'il faut, dans un gain de productivité, changer régulièrement leurs rennes. Le mois de septembre, c'est aussi la période de déclaration des ruches. Cette formalité est-elle obligatoire et quel intérêt les déclarations présentent-elles pour la surveillance sanitaire finalement des ruches ? Alors malheureusement, cette formalité n'est pas obligatoire. C'est une réglementation qui est laissée à la libre appréciation des maires des 33 communes du territoire et seuls 5 maires du territoire, Nouméa, Païta, Bourail, Bouloupari et Lafoy, ont eu le courage de mettre une réglementation en place. Alors cette réglementation, elle est en place, pas pour fliquer qui que ce soit, mais essentiellement justement pour savoir où se situent les ruchers de l'ensemble des apiculteurs. Dans le cas où une pathologie se développerait dans une zone, ça permettrait de prévenir tous les apiculteurs de la zone afin qu'ils soient plus en surveillance de leur colonie et qu'ainsi on puisse essayer de juguler sur un périmètre suffisamment restreint cette éventuelle pathologie.
Voilà, c'est le but de cette déclaration, c'est essentiellement cela. Et le syndicat des apiculteurs appelle depuis tout temps l'ensemble des apiculteurs à déclarer leurs ruchers, leurs ruches au réseau d'épidémiosurveillance apicole. Si la filière se développe considérablement, elle a augmenté, le nombre d'apiculteurs a augmenté de 61% entre 2011 et 2019. Le prix du pot de miel local a presque doublé en 10 ans. Comment expliquer cette inflation ? Alors, il n'a peut-être pas doublé en 10 ans, puisque moi, ça fait 17 ans que je fais de l'apiculture et je sais à quel prix je vendais mon kilo de miel il y a 17 ans et à quel prix je le vends aujourd'hui. Je crois qu'en fait, beaucoup d'apiculteurs ont investi, se sont professionnalisés, ont investi dans beaucoup de matériel pour faire en sorte que les conditions d'extraction, les conditions de conservation du miel soit optimale. Il y a une chose aussi, c'est les contenants qui ont véritablement augmenté. Il y a 3 ans, on payait une bouteille de miel pour y mettre nos produits 50 et quelques francs. Et aujourd'hui, quand vous allez sur les commerces de la place, eh bien, une bouteille de miel se vend à peu près, une bouteille vide, se vend 275 francs, à laquelle il faut rajouter le prix du bouchon, le prix de l'étiquette et éventuellement de la contre-étiquette. Donc c'est vrai que rien que sur l'emballage, déjà, on prend entre 300 et 350 francs. Philippe Lemaître, président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie, merci pour cet échange. Merci à vous. Bientôt. Sous toutes ses formes, ses goûts, ses secrets, on le retrouve sur beaucoup de tables du Caillou. Tout au long de la semaine, nous vous consacrons un feuilleton au pain, un héritage partagé. Ce soir, nous irons en pays nengone pour découvrir une entreprise familiale, la boulangerie Elelux. Le PPE Couch s'est lancé dans cette entreprise il y a plusieurs décennies. Ses enfants et petits-enfants ont pris le relais. Ils emploient une dizaine de personnes et produisent aujourd'hui 2000 baguettes par jour. Immersion avec Diop Menango dans leur atelier lors d'une nuit de production. Alors que la majorité des Sénégalais dorment encore, l'odeur du pain en train de cuire se propage déjà sur la tribu de Nété. Il est bientôt 3 heures du matin et dans son unité de production, l'équipe de la boulangerie Elelux s'active depuis près de minuit. Là, on a fini le pétrin, donc je passe au pesage de la pâte. Et là, ici, on a la diviseuse, on va diviser. Et ensuite, on va procéder à façonner pour sortir des baguettes. Aujourd'hui, les petits-enfants et leurs époux perpétuent une activité artisanale héritée de leurs parents et de leurs grands-pères. Avec la mécanisation de certaines tâches, les quantités produites sont maintenant d'ordre semi-industriel. C'est environ 2000 pains quotidiennement. Dans tout Marais, on fait au moins 2000, minimum 2000. Après, voilà, ça dépend des commandes, des surcommandes. Pendant les périodes de mariage, on a une production qui est assez élevée, qui peut partir jusqu'à moins de 3000. Faire tourner une boulangerie n'est pas de tout repos. Il y a des contraintes que certains n'accepteraient pas. C'est là que l'amour du métier et le travail en famille facilitent la tâche. Juste de se réveiller, et puis comme on commence tôt. Voilà, sinon il faut aimer pour... Voilà, c'est juste que ça. C'est juste le réveil, sinon il n'y a rien de difficile à faire. C'est les machines et voilà, il faut surveiller les machines. Si un mot d'ordre doit être retenu pour le bon fonctionnement de l'affaire familiale, c'est la rigueur et le respect des horaires. C'est important pour ne pas pénaliser les magasins et les cantines, comme on fournit aussi les cantines. Si on... rien qu'une heure de retard, on fait pénaliser tous les magasins, surtout pour les heures d'ouverture. Pour que la boulangerie familiale perdure, l'équipe peut encore compter sur ses aînés. Demain, pour le deuxième volet de notre série, direction Maladeng, pour découvrir le secret du pain de Marais. C'est une histoire de transmission familiale, comme vous pourrez le découvrir.
Musique, avant de refermer cette édition, le reggaeman Marcus Gadd commence cette semaine une tournée en Europe. Et pour l'accompagner, il a invité un autre nom bien connu au pays, Jean-Yves Pawap, leader du groupe Asedjika. La semaine dernière, nous avons suivi la rencontre entre ces deux figures de la musique calédonienne. Le jeune et l'ancien nous ont ouvert les portes du studio où ils enregistrent le premier album solo de Jean-Yves Pawap. Un reportage de Rogin Poinviane du côté de Bordeaux. Alors aujourd'hui on est à Bordeaux, on est au studio Cryogène Prod et on est en train d'enregistrer le premier album solo de Jean-Yves Pawap. C'est une assez longue histoire, mais avec Jean-Yves, on s'est rencontrés en musique au pays il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et donc du coup, j'avais fait venir Jean-Yves une première fois dans le cadre d'une tournée en 2019. Et puis c'est là qu'a germé l'idée d'enregistrer un album pour le vieux. Il y a eu une super alchimie musicale entre nous deux. Et on a été toujours super bien reçus par le public. Et puis je pense que Jean-Yves aussi, il a beaucoup apprécié de jouer avec le groupe, avec mon groupe. Et puis du coup voilà, l'idée elle est partie de là, puis aussi du fait que voilà, c'est vrai que chez nous on a énormément de musiciens très talentueux, il y a beaucoup de créativité. Par contre on manque peut-être un petit peu de technique et de matériel en termes de studio et de force de réalisation. Et du coup voilà, moi je suis venu ici chercher tout ça et puis ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec le vieux, avec Jean-Yves et de pouvoir l'entendre sur un son qui sort d'un studio comme ça, quoi. Bah ouais, parce qu'à l'époque on était toujours ensemble, tu vois, au pays, puis on fait des concerts un peu partout, puis quand lui il est venu en France pour ses concerts, en même temps aussi on enregistrait ses albums là. Puis du coup, voilà, je suis venu. Par exemple, demain on part en Suisse pour faire un concert là-bas. Et ici, le pays est grand, et puis c'est pas comme au pays où c'est... Voilà. Tout le monde nous connaît, là où c'est petit le pays, puis ici on essaie d'améliorer un petit peu, puis me barrer dans des pays, puis en même temps, voilà, voir d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est carrément un honneur. Nous, on adore travailler avec Jean-Yves. Et puis, il y a aussi un sens de la responsabilité de rendre quelque chose aussi au pays. Puisque, voilà, moi, je viens ici, je fais des tournées. Mais je reste un enfant du pays et toute mon inspiration, elle vient de là-bas. Jean-Yves, c'est un des chanteurs qui m'a le plus inspiré sur le chemin. Et on espère que l'album qu'on est en train de faire pour Jean-Yves, il va pouvoir inspirer aussi la jeunesse calédonienne et donner envie à d'autres jeunes de se lancer sur le chemin de la musique et de l'export. Il est 18h23, merci d'avoir suivi votre journal sur Calédonia. Juste après, à 18h30, nous vous donnons rendez-vous avec Adrien Espinoza pour Lundi Sport. Il reçoit ce soir Ilan Fondoux. À seulement 12 ans, le Calédonien a participé à un championnat international de karting en France, dans lequel il terminera la 7e place sur 46. Ensemble, ils reviendront sur cette compétition et sur sa passion pour le sport automobile. Ilan a de grandes ambitions. Puis à 19h55, tous les lundis du mois de septembre, nous vous proposons un documentaire réalisé par le Calédonien Alan Nog. Après l'île continent diffusé lundi dernier, ce soir, il nous emmène au plein cœur des prémices de la révolte d'Ataï de 1917, intitulée « La dernière révolte ». Ce documentaire propose de lever le voile sur un gouffre de l'histoire coloniale, longtemps resté dans l'ombre. Bon courage à toutes et à tous pour cette nouvelle semaine, et je vous souhaite une belle soirée sur Calédonia, et à demain.